Bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs. Bienvenue dans le Hardy Chaima Podcast. Je lance des dédicaces à nos auditeurs du côté du Sénégal, Libreville, du côté des États-Unis, du Texas, de la France, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de l'île de France. Il y a des gens qui nous écoutent du côté du Congo, du Gabon, comme je disais. Merci pour toutes vos écoutes. Nous sommes maintenant disponibles sur YouTube, donc si vous ne pouvez pas nous trouver sur Internet, allez sur YouTube, tapez de Hardy Chaima Podcast et on sera là. Allez, on commence. J'espère que votre week-end a été. La mienne a été super bien. Un peu occupé comme d'habitude, mais voilà, on s'en sort bien. On s'en sort très bien même. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que beaucoup de personnes sur Internet, surtout sur TikTok abordent, et c'est ce que j'aime. Ils abordent ce problème, ils abordent les difficultés d'être immigrant. Avant de commencer, si je peux vous faire écouter un extrait d'une jeune fille qui se plaint des réalités laissez-moi voir si je peux trouver ça. Elle est, je crois, elle est du côté de la France. Elle dit en fait que elle ne sait pas pourquoi c'est tellement difficile de travailler avec Français. Et elle se demande pourquoi elle a eu à quitter son pays, le Cameroun, pour venir souffrir ou subir ce genre de traitement. Il faut que je trouve la vidéo. Mais c'est sur TikTok. Et comme je disais, de plus en plus de gens sont honnêtes par rapport à ces réalités-là. Ils expliquent les difficultés que l'on rencontre quand on est immigrant aux États-Unis, en France, en Europe, mais partout aussi dans le monde. Donc moi, aujourd'hui, la réalité que je vais parler, c'est la réalité d'être immigrant. Et je vais diviser ça dans plusieurs catégories pour que vous puissiez comprendre en fait et vous plonger dans la peau d'un immigrant qui vit en Amérique. On parle souvent de rêve, du voyage, du meilleur futur. Mais derrière ces images brillantes, il y a des sacrifices, des humiliations, des nuits blanches, des batailles silencieuses. Et je veux qu'on prenne le temps aujourd'hui ensemble de décortiquer ce combat pour comprendre, pour guérir et surtout pour avancer. Le départ vers l'Eldorado et le mirage. Quand tu quittes ton pays, tu ne pars pas seulement avec une valise. Tu pars avec ton histoire, avec des rêves et avec la conviction que là-bas tout ira mieux. Mais la vérité, c'est que l'immigration, c'est un choc. Dans ton pays d'origine, on croit que tu es déjà riche. Une fois arrivé, tu découvres que tu repars de zéro. Tu es diplômé. Ici, en Occident, ton diplôme ne vaut rien. Tu parles bien. Ici, ton accent devient une barrière. C'est comme si le monde te disait « recommence depuis le bas ». Je vais parler du travail et des bas salaires. Vous savez, la majorité d'entre nous commence dans des jobs invisibles. Usine, restauration, ménage, entrepôt.
des métiers durs, épuisants, payés au minimum légal. Et comme c'est pas le minimum, c'est payé juste un peu plus, mais pas assez pour s'en sortir. Tu travailles 10 heures debout et à la fin du mois, tu n'arrives même pas à payer ton loyer sans faire d'heures supplémentaires. Et pire encore, malgré tous tes efforts, tu restes coincé en bas de l'échelle. Et là, tu comprends. Tu n'es pas seulement payé en dollars, tu es payé en fatigue. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont ici aux États-Unis et certains amis ou certains membres de la famille se plaignent que mais toi tu n'appelles jamais, tu es toujours occupé, tu n'as jamais le temps. Non, en fait c'est parce que ici ils ont fait un système de telle manière que tu n'as que de l'énergie pour travailler pour la compagnie. Et lorsque tu rentres à la maison, tu n'as que le temps que pour dormir en fait. Te dormir, te reposer, te ressourcer. Ce qui fait en sorte que la majorité des immigrants n'ont pas d'énergie à l'extérieur du travail. Et c'est mauvais. Et c'est mauvais parce que ils sont mis dans cette machine où toute leur énergie vitale est donnée à des corporations, des grandes entreprises. Et ils n'ont même pas le temps à donner à leurs proches, à leurs amis. Je connais même des gens qui, pour sortir avec des amis, doivent prendre des jours en avance pour que cela se réalise. Parce que les gens ici travaillent de manière supplémentaire. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi les Américains ne travaillent jamais de manière supplémentaire, mais quand un immigrant vient, il travaille toujours de manière supplémentaire. L'Américain lambda a une famille sur place. Donc s'il n'a pas d'argent, ou bien si il doit aller vivre quelque part, il va aller vivre chez ses parents. L'immigrant n'a pas ce safety net. L'immigrant n'a pas de base. Donc s'il tombe, il se fait mal. Il n'y a pas quelqu'un pour le récupérer. Ce qui fait en sorte qu'il doit travailler 2 à 3 fois plus juste pour se maintenir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'immigrants perdent des heures supplémentaires. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment travailler. Ils le font parce que c'est nécessaire dans leur situation. Et donc pour régler ce problème de overwork qui signifie être surtravaillé, il y a l'éducation. Retourner à l'école. Et même cette option est semée d'embûches. Parce que c'est vrai, l'école, c'est une promesse. Un raccourci vers une vie meilleure. Mais étudier en tant qu'immigrant, ce n'est pas comme quand tu es un enfant du pays. Tu bosses de nuit, tu vas en classe le matin avec les yeux rouges, tu comprends la théorie, mais pas toujours les expressions culturelles. Et pendant que les autres étudiants profitent de la vie, toi, tu comptes les heures, car après les cours, tu retournes travailler. Mais malgré ces difficultés, l'éducation reste l'arme la plus puissante. Ceux qui s'accrochent transforment leur vie et celle de leurs enfants. Dans d'autres épisodes, j'ai parlé d'un ami qui, malgré sa situation, a essayé d'avoir son diplôme et aujourd'hui tout va bien. C'est facile de dire aux immigrants retournez à l'école, sachant que c'est eux qui subviennent à leurs propres besoins. Payer le loyer, la nourriture, les factures, etc., etc. C'est un choix que peu d'immigrants acceptent parce que tu dois payer un prix fort. Et le prix fort, c'est quoi? C'est de faire le travail et à l'école en même temps. Et ce qui fait en sorte que tu n'as même plus de temps à part dormir. Mais c'est le prix à payer si tu veux sortir de cette routine de travail. Une fois que tu as ton diplôme, tu dois aller dans une entreprise travailler. Et même là, en tant qu'immigrant, tu fais
face à des problèmes. Je m'explique. Quand tu arrives dans une grande entreprise, le problème, c'est qu'il y a un plafond de verre. Tu exécutes, mais tu ne décides pas. Tu produis, mais tu ne diriges pas. Pourquoi? Parce qu'il te manque souvent le réseau. Ici, on ne progresse pas seulement par la compétence, mais par le parrainage, par des amitiés stratégiques. Et pour les migrants, ces portes-là restent souvent fermées. J'aimerais des détails sur ce point. Lorsque nous quittons l'Afrique, nous sommes un peu naïfs sur comment le monde fonctionne, sur comment le monde de l'entreprise fonctionne. On se dit que il suffit d'avoir des diplômes, des qualifications et on va diriger, on va nous mettre PDG, on va être manager, superviseur, etc., etc. Mais une fois qu'on arrive sur place, on se rend compte que c'est pour évoluer dans la société, tu dois être dans un réseau. Tu dois être dans un réseau. Tu dois faire ce qu'on appelle networking. On doit connaître ton nom. Les gens qui prennent des décisions doivent connaître ton nom. Je prends un exemple très concret. Très concret. Je vais prendre deux exemples. Un qui me concerne moi et un autre qui concerne un ami à moi. Donc, je me rappelle, je travaillais dans une compagnie, dans une petite ville de la place, et je voulais aller à Dallas. Je me suis dit, bon, pour aller à Dallas, il suffit juste que je fasse une demande. Je fais la demande à mon superviseur et le reste sera joué. J'ai fait la demande à mon superviseur et je n'ai jamais été transféré. Mais bizarrement, je voyais d'autres personnes qui avaient fait des demandes avant moi et après moi qui se faisaient transférer. Et par mes propres recherches, j'ai compris que les gens qui se faisaient transférer avaient lié des relations avec des managers de mon site et des managers du site là où ils voulaient être transférés. Donc, la transition était un peu plus facile. Moi, je n'avais pas noué ces relations-là. Mais j'espérais que par bon cœur, mon superviseur m'aide à transférer parce que je t'avais expliqué que je vivais loin, ma femme était enceinte à cette époque, et c'était pas prudent, que c'était mieux d'être transféré dans un site qui est proche de la maison. Il a fait semblant de m'écouter, mais il n'a jamais rien fait de concret. Et moi, en étant naïf, africain, je me suis dit que oui, dans certains cas, les gens sont touchés par ton histoire et ils t'aident. Oui, ça existe. Mais dans la majorité des cas, tu dois connaître des gens stratégiques pour pouvoir réaliser tes objectifs. Le deuxième exemple, c'est un ami à moi. Il voulait avoir une position. Il était qualifié. Il avait toutes les qualifications pour avoir cette position-là. Le problème, c'est qu'il n'avait pas cherché à être parrainé. Il n'avait pas cherché à être parrainé par les gens qui étaient déjà dans cette position-là et son superviseur. Il s'est dit, bon, moi, j'ai les qualifications, je vais appliquer. Mais bizarrement, il a appliqué pour la position. Il n'a pas obtenu. C'est quelqu'un de moins qualifié qui a obtenu la position. Pourquoi? Parce que la personne la moins qualifiée était amie avec des gens qui étaient dans des positions similaires et avait des relations avec des personnes qui prenaient des décisions. Pourquoi je raconte tout ça? Je raconte tout ça pour te dire que toi, en tant qu'immigrant,
tu dois apprendre à lier des relations stratégiques, des relations avec des managers qui engagent, des relations avec des CIO, des relations avec les ressources humaines, pour que lorsqu'il y a une position que tu vas avoir, ces gens-là t'aident à te placer dans cette position-là. Et aussi, tu dois savoir une chose. Il y a le parrainage ou le mentor, ou le mentoring, et il y a le sponsoring. Le mentoring, c'est quand quelqu'un te guide pour être la meilleure version de toi. Le sponsoring, c'est quelqu'un qui parle en ton nom pour qu'on puisse te mettre dans une position. Et tu dois trouver ces gens qui parlent pour toi. Des gens qui te défendent quand tu n'es pas là. Parce que la réalité qui est là, c'est quoi? C'est quand ils prennent les décisions pour te mettre dans une position supérieure, tu n'es pas là. Il y a un groupe de personnes qui sont là et qui discutent. Et s'il y a au moins un individu qui prend position pour toi, qui dit non, je connais Hardy, je connais Victor, c'est quelqu'un qui travaille bien, je pense qu'il peut être dans cette position-là. Et à cause de quelqu'un qui te sponsorise, tu peux avoir cette position-là. Donc c'est très important de nouer ces relations. Et on noue ces relations en étant amical, faire des petites conversations, souriant, voilà, et tout ça. C'est très important. Donc l'entreprise aussi représente une barrière pour ceux qui veulent monter les échelons, surtout lorsque tu es immigrant et que tu ne connais pas les codes. L'autre point, c'est la famille et les enfants. Un jour, tu deviens parent et là, tout se complique. Les enfants, c'est la joie, mais aussi une nouvelle bataille. La garderie, hors de prix. Complètement hors de prix. J'ai demandé à ma petite sœur combien c'était la garderie dans son pays. Elle m'avait dit que c'était à peine $20, $30 par mois. Ici, la garderie, c'est $350 par semaine. $350 par semaine. Soit $1,250 par mois. Et si vous voulez convertir, c'est près de 700 000 francs CFA. Et ça, c'est pour un enfant. Donc, pour 2 enfants, c'est 1,4 million. Et ça, c'est au sud des États-Unis, où la vie est moins chère. Donc, la garderie est hors de prix. La garderie est hors de prix. Et les horaires de travail ne s'accordent pas avec les besoins familiaux. Ici, aux États-Unis, on ne privilégie pas la vie familiale. Ici, tu es censé produire et mettre ta vie de famille derrière. Si vous remarquez, beaucoup de couples immigrants ne se voient même pas parce qu'un travaille la journée, l'autre travaille la nuit, pour que lorsque celui qui travaille la journée, celle qui travaille la nuit peut garder les enfants, et la personne qui part la nuit, celui qui travaille la journée va garder les enfants la nuit. Ça peut détruire des familles. La vie aux États-Unis, lorsque tu as des enfants et lorsque tu es un immigrant, les demandes de la vie des États-Unis peuvent détruire ta famille. Parce que le système qu'ils ont mis en place n'est pas family friendly, comme diraient les Américains. Ce n'est pas fait pour les familles. Ce n'est pas fait pour les familles. En France, oui, peut-être. Belgique, peut-être. Mais aux États-Unis, non. Aux États-Unis, non. Et vous allez remarquer aussi que pour ceux qui sont single moms, c'est-à-dire que pour ceux qui ont des enfants, mais qui sont célibataires, filles, c'est difficile pour elles. Parce que être à l'école, être au travail, souvent t'appelles à la garderie que ton enfant est malade, tu dois laisser le boulot pour venir prendre ton enfant. Et au boulot,
on ne t'accorde que 3 absences justifiées. Après ça, on te licencie. Donc, regardez un peu la pression que cela apporte aux immigrants quand ils viennent ici et qu'ils aient des enfants. Et qu'est-ce que ça engendre? Souvent, c'est la mère qui sacrifie ses rêves pour rester à la maison pendant que le père travaille jour et nuit. Je répète, souvent, c'est la mère qui sacrifie ses rêves pour rester à la maison pendant que le père travaille jour et nuit. C'est pourquoi je disais à un de mes amis que les États-Unis, c'est fait pour les riches. Tu vas te retrouver dans ce cercle-là si tu ne joues pas tes cartes de manière stratégique. Je connais un couple d'Éthiopiens. Je travaille avec une dame éthiopienne. Elle me disait que c'est elle qui travaille et c'est le mari qui garde les enfants. Elle travaille tous les jours, du lundi au vendredi, 12 heures par jour, de 18h à 18h, de 6h à 18h. Elle est libre que samedi et dimanche. Et elle dit qu'elle est tellement fatiguée samedi et dimanche qu'elle ne fait rien. Et le seul moyen de se sortir de là, c'est quoi? C'est de faire une formation, mais tu vas trouver le temps où? Tu vas trouver le temps de faire ta formation. Si tu fais une formation, ça veut dire que tu dois réduire ton travail. Donc si tu réduis ton travail, ça veut dire que l'autre doit commencer à travailler. Et si l'autre commence à travailler, qui va garder les enfants? Donc il y a des sacrifices qui s'opèrent quand tu es immigrant. C'est pourquoi je conseille aux jeunes filles de faire attention lorsqu'elles tombent enceintes hors mariage aux États-Unis, parce que les États-Unis, même pour les couples, les États-Unis rendent les choses difficiles. Et tout ça fait en sorte que l'ascension de la famille soit retardée. Donc quand vous venez aux États-Unis et que vous voyez des familles qui ne sont pas riches, qui n'ont pas de grandes maisons, parce qu'ils font face à ce genre de difficultés. Ils font face à ce genre de difficultés. Je me rappelle, il y avait un pasteur qui est venu nous voir. Il a dit, vous vivez aux États-Unis, mais la seule chose que vous avez, c'est le papier américain, mais vous n'avez pas l'argent. C'est vrai que son conseil était vrai, était vérace, mais il aurait dû faire une analyse spécifique de pourquoi les immigrants ont leur papier mais ont du mal à être prospères financièrement. Comparé aux Américains, comparé aux Blancs. Parce que quand vous voyez les familles blanches, il y a un système qui a été mis en place. Il y a un système qui a été mis en place pour eux. Il y a un système familial qu'ils ont mis en place. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chaînes qui ont été cassées. Ce qu'une famille blanche a aujourd'hui a été un résultat continu du travail que le père, le grand-père, l'arrière-grand-père et l'arrière-arrière-grand-père ont fait. Je répète, ce que les familles blancs américains ont aujourd'hui, c'est le résultat de ce que le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père ont fait. Et toi, immigrant, tu viens sans budget, avec des diplômes qu'on n'accepte pas, et seulement avec la force de travail. Tu seras forcément en retard comparé aux autres.
tu vas rencontrer des difficultés comparées aux autres. Le racisme va te ralentir. L'accent, les préjugés, les faux boulots vont te ralentir. Et tout ça, il faut le voir en fait. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. Et en tant qu'immigrant, tu rentres dans une spirale. La dette, fatigue, isolement. Et c'est quoi la spirale? Les salaires bas. Il y a souvent un problème quand tu es immigrant, c'est que tu changes de boulot, mais tu navigues toujours dans les mêmes salaires. Des salaires qui ne t'empêchent pas de faire plus. Ça, c'est un. Deux, il y a les dettes étudiantes. Parce que tes salaires sont bas, tu es obligé de prendre des dettes. Et tes dettes doivent être repayées lorsque tu travailles. Donc, tu n'as pas d'argent au départ. Tu pars à l'école. Pour partir à l'école, tu prends une dette. Quand tu travailles, tu dois repayer cette dette. Donc, quand est-ce que tu fais de l'argent, en fait? Quand est-ce que tu fais de l'argent? Et ajouté à cela, il y a les loyers qui sont exorbitants. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse, pour ne pas dire qui m'attriste et qui m'énerve. Parce que chaque année, les loyers augmentent. Et vous allez voir des faux appartements. Quand je dis des faux appartements, des appartements de 30 ans, 40 ans, qui ont les loyers du marché. C'est-à-dire quoi, les loyers du marché? Donc, imagine-toi, tu as un complexe d'appartements vieux de 20 ans qui est à côté d'un complexe à peine construit. Et parce que le complexe à peine construit a un loyer qui commence aux environs de 1600, 1700, le complexe de 30 ans, qui est là depuis 30 ans, va matcher ce loyer-là. Parce que s'il y a 2, 3, 4 complexes qui ont ce même prix-là, ce même loyer, ils appellent ça le loyer du marché. Donc, parce que le loyer du marché, eux, ils vont augmenter le loyer pour matcher ce loyer-là. Et vous allez voir des faux complexes, vieux, pleins de cafards, qui coûtent les mêmes prix que de nouveaux complexes. Donc même des faux complexes, tu n'arrives pas à payer les loyers parce que c'est exorbitant. Parce qu'ici, il n'y a pas de rent control, il n'y a pas un système où on contrôle les loyers. Il n'y a pas ça ici à Dallas ou au Texas. Il y en a à New York, dans certaines zones en Californie. Mais au Texas, je n'en ai pas entendu parler, surtout à Dallas. Donc, tu as ces loyers qui sont exorbitants, qui souvent dépassent 50% de ton salaire. Donc, tu as des salaires qui sont bas, tu as les dettes, et tu as les loyers qui sont exorbitants. Et ajouté à cela, tu as des enfants à nourrir. Et ensuite, tu as de la fatigue accumulée. Et cette spirale empêche de voir plus loin que le mois prochain. Elle enferme des familles entières dans une survie permanente. Et l'ironie, c'est que tout ça se passe au pays qu'on appelle la terre des opportunités. La terre des opportunités. Lorsque l'on quitte l'Afrique, on vient aux États-Unis, on se dit oui, c'est la terre des opportunités. Oui, c'est la terre d'opportunités pour 2-3 personnes. 2-3 types de personnes. Qui sont ces personnes? Les professionnels. Qu'est-ce que j'entends par professionnels? Ceux qui ont une carrière dans la santé, technologie et sciences. Ça, c'est le premier.
Le deuxième, les entrepreneurs. Ceux qui créent des entreprises avec des idées révolutionnaires. Troisième, ceux qui ont l'argent. Déjà, si vous avez de l'argent, vous venez aux États-Unis, vous pourrez multiplier votre argent. Donc, ces opportunités, c'est pour ces trois types de personnes. Donc, si vous ne matchez pas ces trois types de personnes-là, vos opportunités seront limitées et vous serez placé dans une survie permanente que j'ai expliqué plus tôt. Mais il n'est pas trop tard. Parce que il y a une force invisible. Et cette force invisible, c'est quoi? C'est que l'immigrant développe une résilience extraordinaire. Il apprend à endurer plus que les autres, à s'adapter à chaque situation et à rebondir après l'échec. Et cette résilience, si tu le nies avec l'éducation, la discipline financière, une stratégie claire, elle devient un levier. Un levier pour sortir de la survie et construire un héritage qui sera spécial. Donc, c'est quoi le message à retenir? Être immigrant, ce n'est pas seulement un statut légal. C'est un combat. Un combat contre la pauvreté, un combat contre le racisme et contre l'isolement. Mais de ce combat naît une identité unique. Celle de quelqu'un qui a souffert, qui a résisté et qui a compris que la liberté se gagne dans l'effort. La clé, c'est de ne pas rester prisonnier de la survie. Utilise l'école comme une arme, l'argent comme un outil, et si tu as une communauté, utilise cette communauté comme un bouclier. Le but, ce n'est pas seulement de survivre à l'immigration. Le but, c'est de transformer cette douleur en héritage de grandeur. Ici, c'est Ali Chaima. Merci de m'avoir écouté. Et rappelle-toi, tu n'es pas défini par tes difficultés, mais par la force que tu bâtis à travers elles. À bientôt.